La suite du grand journal de Radio J à écouter sur toutes les autoradios numériques, notamment Radio Line. Place maintenant au grand entretien. Bonjour Frédéric Salabarou. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, ancien secrétaire général de la présidence de la République et conseiller d'État. Et vous venez de faire paraître aux auditions de l'Observatoire Blum, le magnifique du Juif Belle Époque au leader socialiste. Un livre que je montre à la caméra devant moi pour ceux qui nous suivront sur YouTube. Léon Blum, sujet politique et historique régulièrement étudié, souvent à l'occasion des grands anniversaires de l'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936. Vous citez d'ailleurs les dernières biographies de Pierre Birenbaum et de Serge Bernstein. Frédéric Salabarou, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet ? Quel secret restait-il encore à percer dans l'histoire assez incroyable de ce grand commis d'État qu'a été Léon Blum ? Ce qui m'intéressait en tant que passionné de l'histoire, c'est la figure qu'il représente dans l'identité française. Et donc, j'avais d'abord travaillé et écrit sur le général de Gaulle, et je trouvais que Blum envoyait aussi un message qui était un message complémentaire par rapport à l'identité française, qui était l'idéal de justice. J'ai été aussi intéressé par la personnalité, et le livre est consacré à Blum avant Blum, puisqu'il s'arrête au moment où Blum devient le leader des socialistes. C'est sa personnalité de héros de roman, ses métamorphoses multiples. Et puis bien sûr, il y a cette dimension que Pierre Birenbaum, dont vous avez parlé, a qualifiée de juif d'État, qui m'a intéressé, puisque moi-même, toute proportion gardée, c'est une histoire qui est assez proche et qui permettait de rentrer dans cette passion juive pour la France, qui est très significative de ces générations de l'époque de Léon Blum, pour lesquelles la France représentait quelque chose d'immense, et donc dès que les familles sortaient de la misère, elles projetaient leurs enfants vers le savoir, et ensuite l'ambition d'une famille, c'était de rendre à la France une partie de ce qu'elle avait fait avec l'acte d'émancipation, on y reviendra peut-être, en les amenant vers les métiers de l'administration publique, Dreyfus dans l'armée, Blum au Conseil d'État et tant d'autres. On va y revenir. Si je vous comprends bien, Frédéric Salabarou, à travers cette biographie, est-ce que vous avez cherché à éclairer d'une certaine manière votre propre parcours ? Non, c'est plutôt l'inverse. C'est que mon parcours m'a donné un fil pour mieux comprendre un certain nombre de ressorts de la personnalité de Léon Blum, et pourquoi il est passé en réalité au démarrage de cette passion pour la littérature. Il aurait voulu être, et c'était ses amis, l'égal de Gide, l'égal de Proust. Il a été très longtemps dans la littérature. Puis ensuite, il a été au service de l'État, au Conseil d'État, où il a été un des grands commissaires du gouvernement. Mais dès le début, et c'est ça qui est intéressant, il y a cette passion de la justice. Il y a une anecdote, je la mentionne souvent, qui dit tout de Blum. Il a 18 ans, il se promène au quartier latin avec Gide, il se passe sous le manteau les derniers poèmes de José María de Heredia, la gloire de l'époque, et puis à un moment, Blum disparaît. Gide se retourne, le cherche, voilà qu'il revient, et il lui dit, tu vois, la personne qui mendie là, il fallait pas lui donner quelques sous, il fallait lui acheter le fruit de son travail, en l'occurrence c'était 2 journaux, et il lui dit, tu vois, c'est une question de dignité. Et donc, tout le parcours de Blum avec ses métamorphoses vont lui permettre de devenir ce qu'il était déjà, c'est-à-dire quelqu'un pour qui l'essentiel était la justice. Alors après, il y a, comme dans tout grand destin, des moments qui sont des moments essentiels de rupture. Il y a l'affaire Dreyfus, qui est essentielle. D'ailleurs, le livre, quelque part, ça m'a tellement intéressé qu'il y a un chapitre qui est presque autonome par rapport à la biographie de Léon Blum. Il y a la rencontre qu'il va faire pendant l'affaire Dreyfus avec Jaurès, qui est un immense personnage, et pour lequel Blum va avoir l'intelligence de se placer en disciple. Il y a peu d'années d'écart entre les deux, mais Blum va comprendre qu'il a tout à apprendre de Jaurès, et effectivement, il va tout apprendre de lui. Et puis ensuite, il y a sa mort, son assassinat en 14. Il y a l'entrée dans sa vie de l'autre amour de sa vie, qui est Thérèse, et qui va lui montrer et lui dire « tu as l'étoffe pour être un leader ». Et tout ça va se focaliser en 6 ou 7 années invraisemblables où Blum, le dandy, celui qui s'est cherché si longtemps, et qui ne se voyait pas de destin politique national. Du tout. C'est très probablement un des rares hommes politiques qui sera devenu un homme d'État sans l'avoir voulu. Pour Blum, et c'est ça d'ailleurs qui est très émouvant dans sa personnalité, même après, même au moment où il va être le chef du Front populaire,
il y aura toujours, j'en suis convaincu, dans sa tête, une hiérarchie, l'amour d'abord, la littérature ensuite, et la politique, bien sûr, mais après. C'est comme s'il avait été saisi par l'histoire ? Tout en restant lui-même. Ce qui est formidable, c'est qu'il sera resté toujours le même. Il disait « je vis chaque journée comme si c'était la dernière journée de ma vie ». C'est-à-dire, il lisait, voyait les gens qu'il aimait, mais dans le même temps, en restant lui-même, il va être pris par des circonstances qui vont le projeter. Il n'y aurait pas eu de Blum si Jaurès n'avait pas été assassiné. Mais quand Jaurès est assassiné, il reprend le flambeau du jaurésisme et ensuite va faire face, il faut se remettre au congrès de Tours en 1920, il va faire face à Lénine, qui est l'ultra-puissance européenne, puisqu'il a réalisé l'impensable, la révolution socialiste, pour dire « ne vous trompez pas, le bolchevisme n'est pas un socialisme qui a accédé au pouvoir et qui va réaliser notre rêve commun, c'est une dictature qui est en mouvement. » Et son discours est un discours qui est exceptionnel, d'intelligence, de finesse, mais aussi d'humanité, puisqu'à un moment, il dit à ses compagnons qui vont quitter le Parti socialiste, la SFIO, pour le Parti communiste, « Gardons-nous des mots qui déchirent, gardons-nous des mots qui nous empêcheraient de nous retrouver le moment venu. » Et puis là se focalise le passage d'un Blum qui se cherche à un Blum de fer et d'ambition, puisqu'il commence son discours par « nous » et par « on », et il finit par « je ». On va revenir à la fin des années 19e siècle. Vous en avez dit un mot il y a quelques instants. Vous écrivez à propos de l'affaire Dreyfus qu'elle agit comme un détonateur. C'est un moment de prise de conscience pour Léon Blum. Quelles conséquences politiques va-t-il tirer de cette affaire qui a secoué la France entière ? D'abord, c'est une affaire essentielle. Elle montre comment la capacité de la France à s'empoisonner, la capacité de la France au pire, le monument Henri, où les gens versaient des contributions pour aider la famille de Henri qui venait de se suicider ou d'être assassiné, montre la violence de l'antisémitisme de l'époque. C'est pas un hasard si Hannah Arendt dit quelque part les prémices de la Shoah sont dans l'affaire Dreyfus. Mais de l'autre côté, il y a aussi une France qui est capable de se mobiliser pour défendre l'honneur d'un innocent, les Péguy, les Jaurès, les Zola, exceptionnels bien sûr, donc c'est cette France-là. C'est le moment aussi où se développe un nouvel antisémitisme d'essence plus racialiste aux côtés d'un antisémitisme traditionnel religieux. Oui, qui est très nouveau et qui tire son essence dans une société, on parle de la Belle Époque, mais c'est tout sauf une Belle Époque, elle est bouleversée par des mouvements, le capitalisme qui balaye les sociétés traditionnelles, l'émergence de nouvelles idéologies comme le socialisme avec la remise en cause, puisque au cœur du socialisme de l'époque, de la propriété. Tout ça, les Juifs sont entraînés dans ce mouvement. Ils sont absolument pas à l'origine de ça, mais il y a une focalisation de l'antisémitisme sur juif égale capitalisme, égale plutocratie, etc., qui donne naissance à ce nouveau mouvement d'antisémitisme. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire Dreyfus, qui est passionnant, c'est qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus si Dreyfus n'avait pas été très exactement l'inverse de ce que les antisémites disaient de lui. Barrès a la phrase la plus inhumaine et la plus impardonnable, il dit que Dreyfus ait pu trahir, je le conclus de sa race. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que si Dreyfus a survécu, s'il a eu le courage de tenir dans des conditions où tout le monde se serait laissé mourir, c'est qu'il croyait en la France, il croyait en l'armée, il croyait au chef d'état-major, Boisdeffre, et il se disait, ils vont m'aider, ils vont me sauver. Et donc, s'il y a eu une affaire Dreyfus, c'est très exactement parce qu'il était l'inverse de ce qu'on dénonçait de lui. Ensuite, il y a le sionisme qui naît avec l'affaire Dreyfus. Theodor Herzl assiste. Il n'est pas du tout, il est juif, mais il est très 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 éloigné de la pratique. Et là, il comprend que quelque chose se passe et il va y avoir, et il va lancer le mouvement sioniste. Et pour répondre à votre question, excusez-moi, j'ai été long. Ce qui est intéressant avec Blum, c'est qu'il aurait pu prendre 3 chemins avec l'affaire Dreyfus. Il aurait pu faire comme Proust qui a défendu Dreyfus, mais qui après l'affaire dit il faut qu'on se réconcilie entre les uns et les autres et organise des dîners de réconciliation dans ce pari intellectuel que Blum a bien connu. Il aurait pu, comme Theodor Herzl ou Lazare, dire c'est foutu en Europe, désormais la solution c'est le sionisme. L'émancipation nationale. Oui, c'est le sionisme et c'est le foyer national juif, l'État juif. Mouvement qui part de l'affaire Dreyfus historiquement.
et il fait un autre choix. Il fait le choix de dire je reste évidemment en tant que juif, mais en tant que Français, dans l'action pour la justice en France, et je m'engage derrière Jaurès dans le socialisme. Donc c'est vraiment un point qui est un point de rupture dans son destin. Et moi, j'appuie beaucoup sur le fait qu'on peut difficilement comprendre Blum si on ne comprend pas qu'il fait partie de ces juifs européens de l'époque. Mais à partir de l'affaire Dreyfus, c'est un Blum plus classique qui se déploie, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'abord ancré dans sa citoyenneté et socialiste. Bien sûr, restera toujours ce fond culturel, mais l'affaire Dreyfus est une rupture. Frédéric Salabarou, il nous reste 1 minute et j'ai encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Vous vous inscrivez en faux dans ce livre avec l'idée d'une identité juive de Blum sartrienne, si j'ose dire, imposée de l'extérieur pour ne pas dire subie. Pourquoi Léon Blum incarne-t-il, selon vous, au contraire, un enfant du siècle juif ? Mais parce qu'il y a au cœur de toute son action, ce que j'ai dit tout à l'heure, la passion de la justice. Et quand Blum dit ce n'est pas un hasard de la providence si Marx et Lassalle étaient juifs, c'est que le peuple juif a une caractéristique, c'est la passion de la justice. C'est évidemment ça, et c'est ce lien entre l'idée que la justice doit être faite ici-bas et qu'il ne faut pas l'attendre d'une vie prochaine, cette vision prophétique, les principes aussi de Maïmonide, la Tzedaka, tout ça. Il y a une source juive chez lui de ses grandes aspirations en tout cas, à la justice. En tout cas, c'est très clairement ma thèse et c'est ce qui m'a passionné dans ce travail sur sa personnalité. Merci beaucoup Frédéric Salabarou d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Blum le Magnifique, du juif belle époque au leader socialiste, paru aux éditions de l'Observatoire. Votre interview est à retrouver sur notre site et en vidéo sur notre page YouTube. Bel après-midi à vous. Merci beaucoup.